du lecteur, le rapport au plaisir, le rapport au livre plus profondément change avec le numérique, rapport au livre numérique, rapport au livre papier, au livre imprimé. Alain Giffard, comment vous voyez l'évolution de cette relation ? Oui, bonjour. Donc, il y a une manière traditionnelle d'aborder cette question qui met l'accent sur certains traits du texte numérique ou de la lecture numérique. On parle de l'hypertextualité, de la fin de la séquentialité, la discontinuité, l'ouverture du texte, la versatilité de la forme, le réseau des textes et le réseau des lecteurs. Cette approche, en fait, se focalise sur un équipement individuel. Au fil des années, ça a pu être l'hypertexte, les banques de données, les CD-ROM. Vous vous souvenez le nouveau livre est arrivé. Aujourd'hui, le livre électronique, le web. Et la caractéristique, c'est de se concentrer sur un équipement, un dispositif, un instrument ou un outil qui est manié et maîtrisé par l'homme, par le lecteur. D'où le point clé de l'analogie avec le livre. Bon, et souvent on dit, ceci va remplacer le livre. Le CD-ROM aurait remplacé le livre, les banques de données auraient remplacé le livre, l'hypertexte, et puis aujourd'hui, le e-book ou le reader ou le web. Et je crois que c'est assez largement un fantasme. Et je crois que la caractéristique de la lecture numérique, la véritable nouveauté de la lecture numérique, ce qu'elle engage, c'est une relation avec ce que j'appelle les industries de lecture, et que notre propre lecture, en tant que lecture numérique, fait partie d'un champ plus large des lectures industrielles. La relation au livre, ou à ce qui tient lieu de livre, ou ce qui prétend se substituer au livre, est maintenant une relation industrielle. Alors qu'est-ce que c'est que les industries du livre, dont Google est le meilleur exemple ? C'est une grande nouveauté, puisqu'on connaît, et vous connaissez ici bien les industries qu'on appelait avant industrie littéraire, l'édition, et ce que nous connaissons maintenant, c'est une industrie de lecture, dont Google est le meilleur exemple. Elles sont à la confluence de trois types d'industries: les industries de l'information, les industries donc informatique et télécommunications, les industries culturelles, ce sont de nouvelles industries culturelles, et puis les industries du marketing, puisque ce qu'on appelle leur business model, leur modèle d'affaires, repose sur la commercialisation, la revente des lectures et des lecteurs. C'est le financement sur le modèle d'affaires sur lequel repose Google. Et elle développe, c'est une industrie, c'est-à-dire c'est une industrie avec trois secteurs. Le premier secteur, c'est la production de moyens de lecture, en particulier des matériels et en particulier des logiciels. Le deuxième secteur, c'est la production de textes et de lecture et d'environnements de lecture, typiquement les pages de requête que vous obtenez quand vous interrogez Google. Et puis le troisième secteur, c'est au sens strict, cette activité de commercialisation de lecture qui fait de Google une des principales entreprises de marketing. Un exemple récent, alors c'est pas Google, c'est Amazon, vous connaissez l'anecdote de 1984, le fichier, ce livre que les lecteurs avaient pu télécharger sur leur Kindle, et puis qui a été bloqué d'un seul coup parce qu'Amazon n'avait pas obtenu les droits. Et on a là une déconstruction extrêmement achevée de la forme livre, puisque le lecteur n'a pas acheté un objet qui serait le pendant du livre, qui serait le fichier numérique correspondant au livre. Il n'a pas acheté un équipement, il n'a pas acheté un reader, il a acheté une prestation de service de lecture à un industriel. Il a acheté un temps de lecture, il a acheté une possibilité de lecture. On est vraiment là dans un rapport avec l'industrie de lecture. Et donc ce que j'essaye de comprendre, ce sur quoi je travaille, c'est les incidences de cette nouvelle situation de l'espace de lecture industrielle sur la pratique et sur la technologie de lecture. Et je l'ai fait dans une étude pour le ministère de la Culture et dans un livre qui est publié avec Bernard Stiegler. Et je propose, pour aborder la technologie, la notion de technologie par défaut. La technologie numérique, pour moi, est une technologie par défaut. Ce que je veux souligner avec cette notion, c'est que les moyens techniques nécessaires à ce que nous espérons, ce que nous entendons classiquement par lecture, ne sont pas réunis dans la lecture numérique, et qui doivent être reconstitués, compensés par le lecteur dans l'acte même de lecture. D'où une surcharge cognitive qui crée une situation de désorientation. Le fil de lecture, ce qu'on appelle traditionnellement le fil de lecture, est menacé ou coupé. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de technologie, évidemment. On est à fond dans la technologie. Mais cette technologie, c'est tout bonnement une technique industrielle de contrôle de l'attention. Par rapport à la lecture classique, le rapport est inversé.
Dans le schéma classique, le contrôle de l'attention est mis au service de la lecture. C'est à peu de choses près ce qu'explique Umberto Eco dans Lector in Fabula. Ici, la lecture est mise au service du contrôle de l'attention. Et vous savez qu'il y a en ce moment un procès en cours qui est fait à plusieurs sociétés, Google, Yahoo et d'autres, sur le thème du RTA, du Real Time Advertisement, c'est-à-dire la publicité qui peut être adressée à un lecteur en moins d'une minute. On commence l'acte de lecture et par l'intermédiaire des cookies, on repère votre acte de lecture et en une minute, on peut vous adresser une publicité. Alors cette relation contrôle de l'attention-lecture est évidemment pas neutre sur le type de pratique de lecture. Elle privilégie évidemment une lecture d'information, une lecture de scrutation, qui est fréquemment confondue avec une lecture associative ou hypertextuelle, alors que c'est le contraire. L'hypertexte crée un lien, là on a des phénomènes de zapping. Et toutes les difficultés que souligne Thierry Bassineau et d'autres cogniticiens ou d'autres psychologues se concentrent pour moi sur un point fondamental, c'est la difficulté à mener une lecture soutenue, une lecture concentrée, une lecture approfondie, qui correspond fondamentalement aux nécessités de la lecture d'études. Or, la lecture d'études, qu'est-ce que c'est? Elle n'a pas toujours existé, et peut-être qu'elle n'existera pas toujours. Dans l'histoire occidentale, elle correspond à l'association de la lecture et de la réflexion. Si vous voulez lire un texte contemporain, moderne là-dessus, le meilleur texte, c'est le texte de Proust sur la lecture. C'est admirablement expliqué par Proust dans ce texte qui est l'introduction à Ruskin. À un moment donné, on a associé lectio et méditatio, associé mais séparément. On a associé lecture et réflexion. Et ça, c'est ce que permet la lecture d'études. Et donc l'hypothèse que je propose, et là je vous la propose, je dirais, de manière dogmatique, extrêmement rapide, mais j'ai essayé de la formuler dans les textes que j'évoquais, c'est que si la lecture numérique, aujourd'hui comme technologie, ne permet pas la lecture d'études, la lecture soutenue, l'association de la lecture et de la réflexion, c'est en raison même des caractéristiques de la lecture industrielle. La lecture se poursuivant dans la réflexion n'entre pas dans le modèle actuel de contrôle de l'attention, qui ne cherche pas ça, qui n'est pas intéressé par ça, ni dans le business model des industries de lecture. Je conclus par une anecdote que vous avez peut-être lue à propos de Google Book. C'est une anecdote qui est relatée par Jeff Lenonberg, qui est un ami qui dirige l'école de l'information de la Berkeley, de Berkeley. Et il rapporte que une recherche sur le navigateur Mosaic, l'ancêtre de Netscape, donnait sur Google Book, Mosaic je ne sais quoi, auteur Sigmund Freud et Ernest Jones. Parce que le dispositif de Google Book, d'indexation, avait fait, Ernest Jones a traduit Moïse et le monothéisme de Freud. Enfin, c'est en allemand, je sais pas le titre allemand, il l'a traduit en anglais. Et le système a pris Moïse, Mosaïque, loi Mosaïque, Mosaïque le navigateur, et a attribué un livre sur le navigateur web qui s'appelait Mosaïque à Sigmund Freud. Qu'ont répondu les patrons de Google sur cette question? Ils ont répondu qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que si on voulait numériser en masse, il fallait utiliser des robots, on utiliserait des systèmes linguistiques automatisés, on aurait forcément des erreurs, et ce serait au lecteur, à l'utilisateur de corriger. Hein. C'est-à-dire, ce serait soit à Freud, soit à Moïse de réagir. Enfin bon, pour dire, il y a eu erreur sur ce bouquin. Alors, autrement dit, et je crois que c'est un incident, mais je crois pas simplement symbolique, et extrêmement significatif. Ce qui caractérise la lecture numérique comme relation de lecture, c'est qu'elle suppose un lecteur classique averti, doublement compétent, du point de vue de la culture écrite classique. Bon, il sait que c'est pas possible que Freud ait écrit sur les navigateurs, mais aussi du point de vue de ce que Milad Douéhi appelle la compétence numérique, c'est-à-dire qu'il comprend pourquoi ce type d'erreur peut se produire et donc il va éventuellement les chercher pour les corriger, alors même que la technologie de lecture numérique qui est induite par ce contexte de lecture industrielle ne correspond précisément pas à ce type de pratique et à ce type de formation du lecteur classique, et surtout qu'elle empêche le lecteur peu formé de se former. Là, j'ai pas le temps de traiter cette question sociale qui est absolument importante de la polarisation. Pour moi, il n'y a pas une lecture numérique comme pratique sociale, il y a deux lectures numériques, pour simplifier, la lecture numérique du pauvre et la lecture numérique du riche. Mais la synthèse de tout ça, c'est que, pour le moment, la lecture numérique
dans le cadre des lectures industrielles, bloque la pratique de la lecture en tant qu'exercice culturel. Merci.